Cela fait bientôt 10 mois que la population civile de Gaza est soumise à des bombardements quasi quotidiens, tout en étant soumis à un blocus. Alors bien sûr, les assaillants du Hamas sont inqualifiables, mais ils ne peuvent en rien justifier l'enfer que vivent les habitants de Gaza. Bombarder les civils, c'est un crime de guerre. Lorsqu'ils sont en plus soumis à un blocus, c'est encore pire. Les habitants de Gaza, depuis bientôt 10 mois, il y a au bas mot 40 000 morts. Selon The Lancet, qui n'est pas vraiment une revue proche du Hamas, le chiffre serait plus de 186 000. On ne sait pas combien il y a de gens sous les décombres. Des milliers de blessés, des milliers de mutilés. Et il n'y a presque plus rien à Gaza. Il n'y a plus d'habitation, il n'y a plus de système d'éducation, il n'y a plus de système de santé. On ampute les gens sans anesthésie. La polio va se déclarer parce qu'il n'y a plus d'accès à l'eau, il n'y a plus de nourriture, il y a un risque de famine. C'est donc réellement l'enfer. Et Israël continue et les appels au cessez-le-feu ne sont pas entendus, ne sont pas respectés. Et on est loin d'une négociation qui puisse amener un cessez-le-feu. Parallèlement, en Cisjordanie, il y a eu 500 Palestiniens qui ont été tués par des colons ou par l'armée. Et les colons font des violences complètement impunies par l'armée lorsque l'armée ne les encadre pas. Le niveau de violence que subissent les Palestiniens et d'humiliation qu'ils subissent est absolument inacceptable. Et puis, les journaux ont révélé les mauvais traitements que les prisonniers palestiniens subissent en prison. Il y a une sorte de Guantanamo en Israël. 36 détenus sont morts en prison du fait de mauvais traitements. Les bastonnades, les tortures, voire les viols sont réguliers. Il y a même eu des prisonniers qui ont été amputés à force d'avoir des positions contenues qui ont conduit à cela. Et on en est à justifier la torture en Israël, c'est quand même complètement hallucinant. Il y a une déshumanisation des Palestiniens qui ne sont pas traités comme des êtres humains. La Croix-Rouge est interdite d'accès dans les prisons israéliennes et la presse ou les observateurs étrangers sont interdits d'accès à Gaza. Et ce que je crains, c'est que lorsque Gaza sera de nouveau ouvert, et ça arrivera forcément un jour, on découvre avec sidération l'ampleur des horreurs qui s'y sont déroulées. Quand on voit qu'un ministre et une parlementaire vont à la prison pour exiger la libération de 9 soldats qui ont été mis aux arrêts, on se dit que la démocratie israélienne est décidément vraiment malade. Et le tout, en fait, devant un silence médiatique relativement assourdissant. C'est assez rare qu'on en parle sur les chaînes d'information permanentes. On a beaucoup parlé de la guerre Russie-Ukraine, beaucoup moins de ce qui se passe à Gaza. Et donc le silence qui accompagne ces horreurs n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous avons le droit à l'information et nous avons le droit de critiquer Israël. La critique du gouvernement israélien n'est pas de l'antisémitisme. Mais effectivement, Netanyahou a un peu gagné son combat médiatique puisqu'il assimile à de l'antisémitisme toute critique de son action. Et donc l'ONU est antisémite, la Cour pénale internationale est antisémite et tous les intellectuels, responsables politiques qui critiquent son action sont ramenés à l'antisémitisme. On dit on ne peut pas comparer la Russie et Israël, la Russie est l'agresseur, Israël est l'agressé. Oui, Israël a été agressé le 7 octobre, mais d'une part, l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre, et d'autre part, la réaction ultérieure est tout à fait disproportionnée. Et d'ailleurs, pour quel résultat? En 10 mois de guerre, le Hamas n'est pas éradiqué et tous les otages n'ont pas été libérés. Et apparemment, les négociations ne vont pas se poursuivre pour la libération des otages. Alors on nous dit qu'il y a d'autres conflits qui existent et qu'il faut aussi en parler, bien sûr, le Soudan, la RDC, j'en parle moi aussi, mais on ne peut pas comparer, on ne peut pas se taire sur ce qui se passe à Gaza du fait qu'il y a le régime syrien, du fait qu'il y a la guerre au Soudan. Ni le Soudan, ni la Syrie ne se réclament du camp démocratique, ce ne sont pas nos alliés, ce ne sont pas les alliés de la France, alors qu'Israël est l'allié de la France. Et donc, effectivement, Israël ne peut pas se définir comme la seule démocratie du Proche-Orient et avoir le comportement qu'elle a à l'égard du peuple palestinien. Pénaliser l'apologie du terrorisme, tout à fait d'accord, c'est normal, mais on ne devrait pas laisser table ouverte à tous ceux qui font l'apologie de crimes de guerre. Et pire encore, présenter et dénoncer ceux qui critiquent les crimes de guerre comme étant uniquement mus par l'antisémitisme. En fait, Netanyahou fonce vers l'embrasement. Embrasement à Gaza, embrasement en Cisjordanie, peut-être embrasement demain avec l'Iran, le Liban, etc. Et il fait ça pour protéger son pouvoir. Et je ne comprends pas que des gens qui se disent de gauche ne critiquent pas plus fortement Netanyahou. C'est quand même lui qui avait créé un climat intellectuel qui avait conduit à l'assassinat de Rabin en 1995. La veuve de Rabin, les Rabin n'a plus jamais voulu lui serrer la main. Il s'est allié avec deux partis ouvertement suprémacistes, ouvertement racistes, pour garder le pouvoir. En 2010, déjà, Thomas Friedman, l'éditorialiste du New York Times, avait dit quand un ami veut prendre la route alors qu'il est en état d'ivresse, on lui prend les clés de la voiture et on lui dit non, tu ne conduis pas. Et il disait déjà en 2010, Thomas Friedman, qui
peut-être qu'on va aussi le présenter comme antisémite. En fait, Netanyahou conduit en état d'ivresse son pays. Il faut lui prendre les clés, il faut lui retirer les clés du gouvernement. Nous étions en 2010, nous sommes en 2024. Netanyahou est toujours au pouvoir et il nous mène tout droit vers l'embrasement général.